Dans un quartier résidentiel de Stockholm, nous avons rendez-vous avec une famille qui a radicalement changé sa manière de voyager. Depuis maintenant 2 ans, Alexandra, Michael et leurs enfants ne prennent plus l'avion. Leurs voyages, ils les font exclusivement en train. Ça, c'est notre dernier voyage, de Stockholm là-haut à Torremolinos, en Espagne. Et ça, ce sont les tickets où l'on a écrit toutes nos étapes. Tout ça, ce sont nos correspondances de Stockholm à Malmö, Copenhague, Hambourg, Bâle, Mulhouse, Lyon, Barcelone, puis Malaga. Ce voyage leur a coûté 1 600 €, le double d'un voyage en avion. Et alors qu'ils auraient pu mettre 4 heures pour atteindre leur destination, leur périple a duré 3 jours. Les Suédois appellent ça le flixcam, comprenez la honte de prendre l'avion. Un mouvement qui vise à voyager autrement pour limiter son empreinte carbone et ainsi lutter contre le réchauffement climatique. Ces dernières années, nous pensions de plus en plus au changement climatique. Il y a eu beaucoup de discussions à propos des voyages en avion et du fait qu'en les réduisant, cela pourrait avoir un effet sur le climat. Alors on s'est dit, essayons de voyager mais sans avion. Et forcément, l'alternative, c'est le train. En Suède, ils sont déjà des milliers à avoir banni les trajets en avion. Ce soir-là, à la bibliothèque de Stockholm, nous avons rendez-vous avec celle qui a lancé ce mouvement. En 2014, Susanna Elfors crée un groupe Facebook baptisé Les Vacances en train. Un moyen d'échanger des astuces sur la manière la plus économique et surtout la plus écologique de voyager en Europe. Les activistes sont au début du mouvement. Ils disent qu'on doit changer les choses, mais ils ne disent pas forcément comment. Moi, je m'intéresse plus à l'étape suivante, à comment rendre les choses plus faciles et plus durables. Le groupe compte aujourd'hui plus de 74 000 personnes. Dans la salle ce soir-là, des convaincus pour qui les voyages en avion appartiennent déjà au passé. J'aime voyager et j'aimerais voyager encore plus. Alors il faut que je pense à le faire de manière plus durable. Je n'ai pas vraiment visité le monde. Je ne suis jamais allée en Asie, par exemple. Mais je suis allée presque partout en Suède. Ce mouvement a déjà des conséquences sur le transport. À la gare centrale de Stockholm, Stefan Rey, porte-parole de la compagnie ferroviaire suédoise, nous a donné rendez-vous. Son entreprise bat des records de trafic. En 1 an, sa croissance a augmenté de 4,5%. Nous sommes surpris des répercussions de ce mouvement. L'année dernière, presque 32 millions de passagers ont voyagé avec notre compagnie, soit une augmentation de 5 000 personnes par jour comparée à 2017. Une révolution majeure dans un pays où les gens prennent 5 fois plus l'avion que dans le reste du monde. Pour Frida Jarteg, journaliste pour le magazine Land, le mouvement n'est pas près de s'essouffler. Ça va être intéressant de voir si c'est juste une tendance. On a déjà vu une baisse du transport aérien par le passé, par exemple pendant la crise financière. Mais je pense que tout indique que ce mouvement va durer. C'est vraiment un changement d'état d'esprit. Une prise de conscience soutenue par le gouvernement suédois. Depuis 1 an, une taxe est prélevée sur les billets d'avion et des investissements majeurs sont en cours pour moderniser le système ferroviaire. La Suède rêve de devenir le premier pays neutre en émissions carbone d'ici 2045. Vous connaissiez ce mouvement? Oui. Et ça vous inspire quoi? C'est l'avenir. Enfin, on n'a pas vraiment le choix. À part si on trouve le moyen de faire voler des avions différemment. C'est peut-être ça, quand même, sur lequel il faut travailler, non? Oui, mais il faut travailler. Enfin, je veux dire, Bertrand Piccard, là, il a fait son avion solaire, mais enfin, il a fait un tour du monde en faisant des petits sauts de puce. Ils étaient que 2 dedans. Et les ailes étaient entièrement On a commencé comme ça, l'avion. Oui. Absolument. On va plus vite en train, du coup. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas pour la semaine prochaine. Et en l'occurrence, là, il faudrait qu'on ait diminué nos émissions au moins de moitié d'ici 10 ans. Donc, dans les 10 ans, on n'aura pas les avions solaires. Donc, d'ici là, il faut trouver une solution. Juste un chiffre pour se rendre compte. Ce qu'il faudrait qu'on atteigne en fait, comme émission de CO2 par personne et par an, si on veut rester en dessous de 1,5 degré, donc ce qui est l'objectif de l'accord de Paris, c'est arriver à émettre 1 tonne de CO2 par personne et par an. Aujourd'hui, un Français, avec les émissions importées, c'est-à-dire les émissions des trucs qu'on achète, on est à peu près à 11.
Donc, ce qui veut dire qu'on est obligé de trouver des alternatives. Mais si, par exemple, l'État imposait une seule mesure obligatoire, en France, par exemple, laquelle ça devrait être? Une seule mesure obligatoire. Là, la mesure qu'il faudrait prendre, qui est une mesure extraordinairement impopulaire et qui est difficile à prendre pour un gouvernement, parce qu'il faudrait que tous les gouvernements la prennent, c'est, dans 10 ans, c'est interdit d'utiliser du pétrole et du charbon. C'est un effort de guerre. C'est-à-dire qu'en 1941, Roosevelt a dit non, on n'a plus le droit d'utiliser de l'essence pour les véhicules particuliers, tout doit être utilisé pour l'effort de guerre. Et bien les gens se sont organisés autrement.